tout le monde. Durant cette quatrième vidéo autour de la série Hibernate Framework, on va travailler ensemble sur la mise en place des opérations CRUD. De telle sorte, on va développer donc les différentes méthodes afin de faire l'insertion dans la table, la sépression, la modification, la recherche et puis l'affichage de tous les enregistrements de la table. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme on est en train de développer la logique applicative de notre application vis-à-vis donc les différentes méthodes, différentes requêtes, sachant que nous, avec le framework, si vous voulez bien, Hibernate, on est censé travailler avec l'apport et les concepts de l'orienté objet. Et du coup, vous allez voir, si on le compare avec ce qu'on a fait auparavant avec les GDBC, donc il n'y aura plus de code SQL. Du coup, on va développer la méthode qui permet d'insérer un enregistrement, la méthode qui permet de lire les enregistrements, soit par ID, soit tous les enregistrements, la méthode qui va mettre à jour un enregistrement, et puis la méthode qui va supprimer un enregistrement. Donc à ce niveau-là, on va découvrir les différentes méthodes, à savoir save pour insérer, delete, save or update, get pour récupérer un élément à partir de son ID. Donc toutes ces opérations-là, donc on va les découvrir ensemble lorsqu'on va passer à la mise en place sous Eclipse. Sur le dernier projet qu'on a développé, là on a mis donc deux classes de mapping, une avec la première solution qui se base sur les fichiers XML, la deuxième il se base sur les annotations. Un petit rappel vis-à-vis donc la troisième vidéo, là on a parlé des mappings, je vous ai montré deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode qui se base sur les fichiers de configuration hbm.xml. Supposons que vous avez cette table produit avec référence libellée puis les prix unitaires. Je vous ai demandé de créer une classe correspondante dans un package entity. On les a appelés produits avec les paramètres, plutôt les attributs ref, lib et prix unitaires. Je vous ai demandé de générer les getters et les setters. Maintenant, pour faire la liaison entre cette table produit qui est définie dans MySQL et cette classe produit qui est définie dans votre application Maven sous Java, vous êtes censé utiliser un fichier intermédiaire. Ce qu'on a appelé, donc si vous vous rappelez bien, produit.hbm.xml. Vous allez dire que cette classe qui fait partie de ce package entities correspond bien à une table qui s'appelle produit dans la base de données. La balise ID, donc, qui permet de définir la clé primaire, sachant qu'en GPA puis son implémentation sur Hibernate, la clé primaire est indispensable dans la table pour que vous puissiez assurer donc tel mapping. Et puis, vous avez donc les autres éléments, les autres propriétés de la classe. Donc ici, si vous ne mentionnez pas les noms des colonnes, Java, ou bien Hibernate, il va prendre en charge les mêmes noms au niveau de la base de la table de la base de données en général. Après, pour dire et pour notifier votre framework Hibernate de ce mapping, vous êtes censé ajouter sur le fichier de configuration, à savoir hibernate.cfg.xml, la balise mapping avec la propriété ou bien l'attribut ressource, le dossier là où vous avez votre fichier XML et puis votre fichier XML par la suite. La deuxième méthode, quant à lui, si vous vous rappelez bien, c'est le mapping à l'aide des annotations qui permet de rendre, si vous voulez, votre code plus lisible, plus compact et facile à maintenir et à développer par la suite. Les annotations indispensables, je vous ai demandé de créer une classe qui s'appelle employee. Les annotations indispensables, c'est @entity puis @id qui fait partie de la bibliothèque Jakarta Persistence. Si vous êtes avec une ancienne version Hibernate, vous allez se retrouver avec JavaX Persistence. Donc, ce qui est indispensable, c'est Entity ID. Entity pour dire que cette classe correspond bien à une table dans la base de données. ID pour dire que ce champ est les clés primaires. Table, c'est facultatif. Nous, on les a utilisés pour définir un nom différent de la classe au niveau de la base. Du coup, il s'appelle tab employee. @column, on les a utilisés avec un seul paramètre, sinon il y en a d'autres paramètres que vous pouvez intégrer selon le contexte et selon le besoin pour changer le nom. Mais ce qui est indispensable, c'est entity puis ID. Avec le même concept, comment vous allez notifier votre framework Hibernate. Tout simplement, sur le fichier Hibernate CFG, vous êtes censé rajouter à nouveau donc un mapping, mais à la place de ressources, vous êtes censé ajouter classe avec le nom de la classe
et puis bien sûr qui est précédé par le nom de package, quoi. Donc, on passe maintenant à l'action. On va basculer vers Eclipse. Donc, on va créer une nouvelle classe qui porte le nom Employee Manager dans un package service. Et on va donc développer donc les différentes actions dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir l'insertion, la modification, la suppression, etc. Et puis, on va effectuer donc les tests au fur et à mesure. Donc, je bascule vers Eclipse. Donc, le dernier projet, si vous vous rappelez bien, on s'est arrêté à la situation suivante. Dans la partie DAO, vous avez la classe Hibernate Etude qui vous mène directement vers Hibernate CFG pour ouvrir une session sur la base de données en se basant sur les paramètres qui sont injectés à ce niveau-là. On a créé deux entités. Une entité produit, un Java Bean classique avec des attributs, des getters et des setters. La deuxième entité, on a utilisé donc les annotations. Et au niveau de fichier Hibernate CFG, je vous ai demandé d'ajouter les mappings. Donc, on a un mapping vers produit HPM et puis un mapping vers la classe Employee. Le travail qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le faire soit pour la classe produit, soit pour la classe Employee. Sachant que nous, la dernière vidéo, je vous ai dit que la méthode la plus pratique et la plus, si vous voulez, sophistiquée, c'est les annotations. Dès qu'on va continuer avec la table, plutôt la classe Employee. Alors, comme je vous ai dit selon l'énoncé, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une classe qui s'appelle Employee Manager dans un autre package qui s'appelle métier ou bien service. Alors, du coup, au niveau de src main Java, donc je clique à droite. Selon le menu contextuel, je vais choisir New, puis classe. Pour le package, on va l'appeler service. Et pour la classe, donc on doit l'appeler Employee Manager. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rôle de cette classe, c'est développer la logique applicative de notre application et mettre en place toutes les méthodes d'ajout, de suppression, de modification, etc. On sait bien que la classe Employee Manager, pour accéder à la base de données, il est censé passer par la couche DAO, là où il y a le Hibernate Actual. Il est censé ouvrir une session avant de faire quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, donc on va déclarer un attribut, donc private, une session qui fait partie de org Hibernate. On va l'appeler session. Alors pour des bons pratiques et pour appliquer donc les patrons de conception, donc je dois l'initialiser à l'intérieur de constructeur. Du coup, je fais appel au constructeur de la classe Employee Manager. C'est à ce niveau-là que je dois initialiser donc ma variable session. Donc on va lui dire que la session, il fait appel à Hibernate, c'est Hibernate Actual. Point get session factory. Alors, lorsque vous voulez ouvrir la connexion, vous avez deux méthodes. Soit on utilise le getCurrentSession, soit on utilise le OpenSession. La différence entre les deux, c'est que si vous utilisez OpenSession, vous êtes censé donc vous-même, en tant que développeur de cette application, de gérer l'ouverture, la fermeture, ainsi qu'à chaque fois qu'on fait une demande, donc une nouvelle ouverture, une nouvelle session qui sera affectée. Le getCurrentSession, quant à lui, donc il permet de se référencer vers la session courante. C'est la session, elle est déjà ouverte, donc on va l'emprunter et sa gestion s'effectue automatiquement, par exemple la fermeture, etc. Selon le contexte, selon la situation, vous allez choisir donc l'une ou l'autre. Donc je vais choisir getCurrentSession pour les fins de performance. Initialisation, ici je suis en train d'ouvrir une session sur le serveur. Donc on va dire ici ouvrir une session sur le serveur base de données en se basant bien sûr sur toutes les informations, bien toutes les propriétés définies au niveau de Hibernate cfg.xml. Donc la première méthode qu'on va développer ensemble, donc ça va être une procédure public void. On va l'appeler, si vous voulez, insert employee pour rester avec les normes. Donc j'aurais dû commencer par les lettres majuscules, insert employee. Alors j'aimerais bien
développer une méthode qui va insérer un enregistrement dans la base. Donc cette méthode-là, il attend un objet, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, le travail qu'on est censé faire aujourd'hui, on ne va pas injecter des codes SQL, mais plutôt on va travailler avec les apports et les concepts de l'orienté objet. Du coup, cette méthode, on lui passe un paramètre de type employee qu'on va l'appeler E. Maintenant, quel est le scénario donc qu'on est censé mettre en place pour Hibernate puisse exécuter donc une requête insert avec la récupération des différentes valeurs concernant donc cet objet E, à savoir le matricule, le nom et puis le salaire. Comme je vous ai dit lorsqu'on a parlé de Hibernate, toutes les opérations que vous voulez exécuter vont être encapsulées dans une transaction. Une transaction, c'est quoi? Donc, c'est un ensemble d'opérations. Si l'une de ces opérations échoue, bah, normalement, il faut que toutes les autres opérations vont être, si vous voulez, annulées. Du coup, le fait d'encapsuler ça dans une transaction, ça vous donne la possibilité par la suite soit de valider, soit d'annuler votre opération. Alors, du coup, la première des choses, on va commencer une transaction avec la méthode beginTransaction. On fait appel à notre session beginTransaction. Pour donc insérer un enregistrement dans la base, on va utiliser donc la méthode save. On lui passe l'objet E en question, c'est-à-dire récupérer l'état de l'objet E, c'est-à-dire les valeurs des différents attributs, et essayer d'ajouter un enregistrement dans la table avec cet état ou bien avec ces valeurs-là. Je vais demander de remarquer, une fois que j'ai tapé le point virgule, le système il me dit qu'en quoi que la méthode saveObject from the type session is deprecated. C'est une méthode qui est dépassée avec la version. Je demande de jeter un œil sur la version qu'on utilise pour le moment pour Hibernate. Donc je reviens vers POM.xml. Alors la version qu'on utilise c'est le 6.1.0. Du coup, donc il y a une amélioration par rapport à cette méthode. Du coup, avec cette version-là, donc il y a une méthode qui porte le nom persist, qui joue le rôle de l'enregistrement, quoi. Jusqu'à maintenant, l'opération est effectuée, mais on n'a pas encore pris la décision. Est-ce qu'on va le valider ou bien on va l'annuler? Donc si on veut le valider, donc du coup, j'aurais dû faire la chose suivante. À partir de la session, je lui demande de récupérer la transaction et faire appel à la méthode commit qui est connue dans le langage SQL qui permet de faire la validation des actions qu'on vient d'exécuter ou bien de la transaction en général. Et à la fin, donc j'aurais lui dire employee inserted. Donc voilà le code qu'on est censé avoir pour l'insertion d'un employé. Donc je bascule vers Hibernate Demo au niveau de Package Demo, c'est celui-là. Si vous vous rappelez bien, on a déjà, donc j'enlève ce test de dernier TP. Donc je déclare un employee manager. Je vais l'appeler manager. C'est égal à new employee manager. Je déclare un objet de type employé. Donc je vais l'appeler E par exemple, new employee. J'alimente donc ce fichier par les valeurs concernant l'ID et tout. Donc E.set mat, donc je mets 1 par exemple. E.set nom, je mets employee 1. Et puis pour le salaire, j'affecte une valeur avec donc E.set salaire. Je mets la valeur suivante. Alors, tous les ingrédients sont là. On va donc faire appel à la méthode insert qu'on a créée tout à l'heure. Alors, du coup, je fais appel à mon manager, point, insert employee, et je lui passe l'objet. Voilà le scénario du premier test qu'on est censé exécuter. Donc, je fais appel à WAMP. Voilà. Donc, je vais demander de lancer votre base de données. Ça peut être WAMP, par exemple, MySQL Workbench ou d'autres. Alors, je bascule vers la base pour vous montrer seulement la structure de notre base de données de la
à partir de la dernière vidéo, si vous vous rappelez bien. Donc phpMyAdmin. Je m'oriente vers l'interface pour manager ma base de données. Donc la base de données porte le nom DB Hibernate. Donc on a deux tables. On a la table plutôt produit avec la structure suivante, à savoir l'ID. Normalement, il faut que le système, de toute façon, on va exécuter, on va voir comment il va se comporter. J'exécute alors la classe Hibernate Demo et on va vérifier ensemble comment le système va se comporter devant cette situation. Alors, je fais demande de remarquer que, quand je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pas trouvé la table, on les a supprimés lors de la troisième vidéo, si vous vous rappelez bien. On n'a pas trouvé la table employée, il vient de la créer, avec donc mat, name et puis salaire. Le matricule et les deux types primary, donc il a appliqué la contrainte primary key. Le fait d'utiliser la méthode persiste, il a exécuté en parallèle, en arrière-plan, la requête d'insertion. Insert into tab employee. Pour le nom, le salaire, le matricule, il vient de récupérer les valeurs à partir de l'objet en question et nous affiche comme quoi employee inserted. Donc je bascule vers la base de données. Je lui demande de remarquer la présence de la table tab employee et quand je clique sur afficher, je dois me retrouver avec l'enregistrement que j'ai demandé. Donc effectivement, si je reviens ici, c'est l'enregistrement 1, employé 1 et puis 5000. C'est ce que je viens de vous montrer sur la table. Supposons que j'aurais exécuté le même code avec le même ID. On va voir comment le système il va se comporter. Vous allez voir qu'il va déclencher une exception SQL. Des coups à ce niveau-là, il vient de dire que on ne peut pas donc, si vous voulez, insérer l'enregistrement. Et ça, c'est le motif. Duplicate addition 1 pour la clé primaire, sachant que la clé primaire ne peut pas être répétée ou quoi. C'est-à-dire que les règles de gestion, bien les contraintes appliquées sur la table sont prises en compte avec notre système. Donc, le travail qu'on a effectué pour l'insertion, on va l'effectuer pour les autres requêtes d'action, à savoir delete et puis update. Donc, je vais demander de basculer vers employee manager. OK. Je vais copier la même méthode. Je vais l'appeler maintenant delete employee et je vais changer donc persist par delete. Je vais demander de remarquer que pareil, comme le cas de save tout à l'heure, il est deprecated. Du coup, je peux utiliser donc le remove. Donc même si je le garde avec, si vous voulez, l'avertissement deprecated, ça va marcher. Sauf que on a donc une amélioration, pourquoi pas l'utiliser ou quoi. Donc on utilise remove à la place de delete et puis je fais appel à employee deleted. Je bascule avec vous vers, donc je répète, j'ai changé tout simplement le nom de la méthode, c'est le même squelette si vous voulez. J'ai changé donc, j'ai utilisé delete, le système nous a informé qu'en quoi c'est deprecated. Et du coup, je viens d'utiliser remove et par la suite, j'ai changé le message. Je bascule par la suite vers Hibernate Demo. Donc je mets ça en commentaire et je vais lui dire par la suite manager.delete employee et je lui donne l'employé. Je vous demande d'exécuter votre programme. On va donc vérifier le comportement du système. Et là, je vous demande de remarquer. Avant de faire la séparation, Hibernate va faire une sélection à partir de la table Tab Employee. Et plus précisément, il va vérifier le matricule. Est-ce qu'on a un matricule qui correspond au matricule de l'objet E qu'on vient de supprimer. Et par la suite, s'il le trouve, il va faire une séparation selon ce matricule-là. Il va nous générer un message comme quoi employee deleted. Si je consulte la base, si je clique sur afficher, alors là, je vais demander de remarquer que OK ligne est enregistré, donc le système il vient de supprimer donc l'enregistrement. Pour faire le test de, si vous voulez, la mise à jour, je vais insérer à nouveau l'enregistrement en question. Donc j'aurais dû faire 1, employee 1, et puis un salaire. On revient vers Eclipse. On va développer maintenant le processus ou bien la méthode de modification. Toujours avec le même principe sur Employee Manager.
Alors, vous êtes censé donc, je vais copier le même code. Je fais appel à la méthode update. Donc, on a une méthode qui porte le nom update. De même, cette méthode, donc, elle est deprecated. La nouvelle méthode qu'on va utiliser, c'est merge. Et ici, j'aurais dû faire updated. Pour la modification, la méthode porte le nom update employee. Pour la méthode qu'on va utiliser, ça va être merge. Et le message maintenant, ça va être employee updated si vous voulez. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de faire le test, on a un employé 1 avec name et puis salaire. On va lui changer le salaire si vous voulez, ou bien le nom. Je reviens vers Hibernate Demo. Alors, j'aurais dû faire la chose suivante. Pour donc le salaire, je mets par exemple 6980. Et là, donc, je fais appel à la méthode manager.update et je lui passe toujours l'objet E. Alors, j'exécute. On va voir comment le système va se comporter devant cette situation. Et là, je vous demande de remarquer, même pour la mise à jour, il va faire une vérification si l'ID de l'objet qu'on vient de modifier existe. Si c'est le cas, il va faire un update table. Et puis, donc, il va changer donc, le nom, il va changer le salaire. Pour le moment, il va changer que le salaire pour nous, selon le matricule en question. Et puis, on se retrouve avec employee updated. Je reviens par la suite, je bascule vers la base. Tout à l'heure, c'était 5000. Maintenant, quand je clique sur afficher, je me retrouve avec la nouvelle valeur. Et comme ça, donc, on est arrivé sous notre, si vous voulez, employee manager, de développer toutes les méthodes d'action, savoir insert, delete et puis update. On bascule maintenant vers les autres méthodes. On va créer donc une méthode qui va récupérer un employé par son matricule, une méthode qui permet de récupérer tous les employés. Du coup, la méthode de recherche, il va retourner un employé. Du coup, ça va être une fonction qui retourne employee. Donc, on va l'appeler get employee by Matt. Alors, int Matt. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va demander au système de faire, il va commencer la transaction, bien sûr. Donc, avec la session, on est censé toujours passer par une transaction. Par la suite, donc on va faire appel à return session.get. Alors, cette méthode get, il prend en charge deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'entité. Pour notre cas, c'est employee.class, c'est l'entité en question. Deuxième paramètre, c'est l'ID. Pour notre cas, c'est le matricule. Donc, automatiquement, on lui demande de retourner cette valeur. Bien sûr, dans la partie de sélection, j'ai plus besoin de commit puisque je viens de récupérer les données en cours. Donc, cette méthode, soit elle retourne nul s'il n'existe pas, soit elle retourne donc l'enregistrement en question. Ce qu'on va faire par la suite, on bascule vers Hibernate Demo. Donc, je déclare une variable de type employee. Je fais appel à mon manager.getEmployee. Je lui passe l'ID, je lui donne l'ID 1. Donc, il apparaît bien que l'ID 1 existe déjà. Donc, je vais lui dire si employee est différent de nul. Dans ce cas-là, je suis censé donc générer, afficher les informations suivantes. C'est où? Donc, j'affiche le employee.getMath. J'utilise donc le anti/t pour la tabulation. Employee.getNom. Et puis toujours avec anti/tabulation, j'ajoute donc employee.getSalaire. Else, dans le cas contraire, donc s'il est égal à nul, dans ce cas-là, je suis censé donc dire au système qu'en quoi
employee mat plus donc mat. Donc du coup, j'aurais dû faire ici, j'affiche tout simplement comme quoi employee inexiste. On va vérifier pour la valeur 1, donc je clique sur Run. On va vérifier comment le système va se comporter devant cette valeur. Alors là, il apparaît bien que le 1 existe, il a exécuté un select, il a pu donc retourner le résultat en question. Je lui donne par exemple le 10, j'enregistre et je réexécute. Et là, vous allez voir que il est censé m'afficher inexiste puisque l'employé qu'on vient de saisir n'existe pas dans la base. La dernière méthode qu'on va mettre en place au niveau d'Employee Manager, c'est la méthode qui permet de retourner tous les enregistrements. Donc, on déclare une méthode qui retourne les listes des employés. Je peux faire appel à liste qui fait partie de la bibliothèque Java Etude. Donc, je vais définir le type de retour, ça va être une liste des employés. On va l'appeler getAllEmployee. Alors dans cette liste-là, donc dans cette méthode, je fais appel à ma session pour faire appel à BeginTransaction. Et par la suite, donc je suis censé faire appel à return session.createQuery. Et je lui passe donc ici, donc on va découvrir par la suite quand on va parler de select en détail. Pour faire la sélection, vous pouvez utiliser SQL. Et du coup, vous allez écrire la requête SQL telle qu'elle est. Vous pouvez utiliser HQL, Hibernate Query Language, qui représente si vous voulez, en quelque sorte une variante plus légère par rapport à SQL et plus simple à manipuler, à mettre en place dans votre code. Et vous avez Criteria qui représente un API qui est intégré pour rester travailler avec tout ce qui est orienté objet ou quoi. Donc ça, on va le découvrir lorsqu'on va parler de sélection avec Hibernate. Alors nous, pour HQL, on utilise la méthode createQuery et là, on va utiliser from employee. Et là, il faut faire attention. Il est sensible à la classe puisque employee dont on parle ici, ce n'est pas la table, mais plutôt la classe. Puis point list. Mais là, je vous demande que le système, donc de nouveau, il va me dire que cette méthode, elle est deprecated. Avec cette version qu'on utilise, donc on a une autre, si vous voulez, méthode qui s'appelle Selection Query, qui prend en charge donc l'exécution des requêtes SQL. Ne reste tout simplement par la suite de faire un cast. Alors là, si vous voyez bien, pour le getAllEmployee, on commence la transaction et par la suite, on est censé retourner donc une liste des employés en utilisant create selection query qui permet d'exécuter une requête écrite avec le langage HQL. From employee ici, c'est l'équivalent de select étoile from employee en SQL. Ici, employee, c'est la classe, puisque si vous faites E minuscule, ça ne va pas marcher. On va consommer maintenant cette méthode. Du coup, à ce niveau-là, je déclare donc une liste des employés. Je vais l'appeler par exemple employees. Je fais appel à manager. Alors là, normalement, j'aurais dû le créer à ce niveau. J'ai sorti de main en quoi. Manager, getEmployee. Et puis, je fais appel par la suite à un for each. Je parcours donc la liste. Il le met dans une variable qui s'appelle employee2. Je vais copier tout simplement cette ligne et je le mets à ce niveau. Et je change employee par employee2. C'est-à-dire là, si vous voyez bien, je parcours la liste employee qui contient le résultat de getAllEmployee. À chaque fois que je trouve un élément, je le mets dans une variable employé2. Cet employé2, je lui affiche le matricule, son nom et puis son salaire. Avant de faire le test, je bascule vers la base. Je vais insérer d'autres enregistrements dans cette table. Je vais insérer donc 2, employé 2 et puis un salaire. Je vais insérer donc 3, employé
3 et puis un salaire. J'ai une table maintenant qui contient 3 enregistrements. On va voir comment le système il va se comporter à ce niveau-là. Donc j'exécute. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va, puisque dans cette partie du test, donc je vais rendre cette partie, si vous voulez, en commentaire. Je réexécute le programme pour vérifier comment le système il va se comporter devant. Et voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a une sélection à partir de la table sans restriction, sans clé aux horaires, et du coup il arrive à récupérer tous les enregistrements. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'enlève, pour bien comprendre le concept et le HQL, supposons que j'avais mis ici employé. C'est comme j'utilise le langage, si vous voulez, SQL. Donc quand j'exécute, je vais réexécuter le programme. Et là, donc, vous allez voir que le système il va signaler une exception, il va nous dire aucune entité qui s'appelle employé avec le E minuscule, puisque le HQL, il se base, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la classe plutôt que la table. Donc, je reviens ici pour résoudre ce problème-là. C'est employé avec E majuscule. En même temps, supposons que je n'avais pas mis session begin transaction. Comment le système il va se comporter? Alors, je réexécute. On va voir comment le système il va se comporter devant cette situation qu'on vient d'engendrer. Alors là, il va nous dire que calling method create selection query is not valid without an active transaction. Vous êtes obligé donc d'avoir une transaction. C'est seulement pour vous montrer que les différentes instructions qu'on vient d'ajouter sont indispensables pour que le système puisse être opérationnel et vous afficher donc les différents éléments en question. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo autour des, si vous voulez, des opérations CRUD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster donc en dessous de la vidéo. Et je vous demande donc pour compléter votre, si vous voulez, prérequis, pourquoi pas créer un produit manager et essayer de mettre en place les différentes parties. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.